Alors salut tout le monde, aujourd'hui on poursuit l'exploration de la Chame des Bondons et après la pierre des trois paroisses, je me rapproche des petits menhirs que l'on aperçoit tout autour. Et pour l'instant on va continuer notre périple pour aller découvrir tous ces autres menhirs. Et ils sont effectivement très nombreux parce que partout où on regarde, et partout on en voit, ou partout on voit d'anciennes reliques, je pense, de mégalithes. Comme tous ces petits fragments par terre. On se dirige vers un autre petit menhir que je viens de voir là, sur le côté. Il y en a vraiment partout, hein. Je ne suis pas sûr qu'on les verra tous. Mais en tout cas, on en verra le maximum. Et on ne verra pas que des menhirs dans cette série de vidéos. On ira voir des dolmens. Et aussi, on verra d'autres lieux mégalithiques beaucoup moins communs. Souvent avec des gravures et des cupules. Et moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Il faudra que je trouve ces sites parce qu'ils sont souvent oubliés, cachés, perdus. Mais j'ai eu d'assez bonnes indications. Donc on verra tout ça. Encore un petit menhir en granit. Et une forme assez particulière. Granit, c'est une pierre vraiment rugueuse. Et souvent utilisé en construction car facile à tailler et se coupant bien avec des coins. Ce petit bloc a une belle forme effilée sur une base triangulaire. Il est un peu abîmé mais sa tête a été taillée en pointe, une caractéristique que l'on retrouve sur de nombreux menhirs de la région, mais aussi un peu partout en France comme en Bretagne. C'est un menhir restauré encore une fois. On voit la base du pied consolidée par du béton. Il est vraiment sympathique aussi ce petit menhir. On voit les deux pièges derrière. On a d'ailleurs l'impression qu'il nous indique une direction entre eux. Peut-être un démon qu'on aperçoit au loin. Il me semble d'ailleurs que c'est le mont Étoile. En tout cas, j'aime beaucoup ce petit menhir. Il est totalement différent de la pierre des trois paroisses par sa forme et ses proportions. Là, on voit bien sa forme. Il est vraiment sympathique. Et c'est surtout l'endroit, encore une fois, mais qui est magnifique. Il y a une aura un peu de mystique, de mystère, je ne sais pas, avec ces deux puèches. On en reparlera de ces deux puèches parce que même on montera dessus un soir pour faire de belles images. On m'a dit qu'on avait vu une vue sur toute la région. Et je veux bien le croire. Allez, une dernière vue sur ce beau menhir. Et on va continuer le chemin par là. J'en vois déjà un autre. Donc il y en a vraiment partout. Sachant que la plupart ont été détruits ou ne sont pas relevés. D'ailleurs, voici la carte des mégalithes recensés sur la Chame des Bondons. Il y a 4 grandes concentrations de menhirs et quelques-uns isolés. 3 sont situés à quelques kilomètres à l'est de ma position et suivent des lignes de crête. On a le groupe de la Vessière, un des plus importants de la Chame, et qui possède 2 menhirs de plus de 4 mètres de haut. Et celui de la Baraque de l'Air, prolongé par celui de la Colobrière. On les visitera un peu plus tard durant mon séjour. Pour l'instant, le chemin de découverte que je suis permet de visiter celui de la Fage. Il est divisé en 2 sous-groupes. Lors de son premier recensement, il comptabilisait plus de 50 menhirs. Mais depuis, certains ont disparu ou ont été réutilisés pour des besoins locaux. Heureusement, beaucoup de ceux qui étaient encore couchés ont été relevés depuis. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, mais on trouve aussi quelques dolmens ou tumulus sur la Chame. Allez, on continue notre périple. Le chemin doit être par là. Je vais essayer de ne pas commencer à me perdre. À force de mettre les yeux partout, et ben voilà quoi. Regardez ces pierres là qui me coupent un peu la parole. Un aspect étrange. Est-ce que ça serait pas une cupule ça? Sur un vieux reste de menhir à moitié débité. Il y a d'ailleurs énormément de fragments divers sur cette partie de la Chame. On en verra tout le long du chemin. Donc ça c'est le menhir, le petit menhir qu'on vient de découvrir. La pierre des trois paroisses. On voit une sorte de autre menhir dans le champ là-bas. Et nous on va continuer sur ce petit menhir. Vous voyez, on en a vraiment partout. Là les trois forment une sorte de triangle. Il
font souvent cette taille-là, environ, je dirais 1,50 m, entre 1,50 m et 1,80 m. Ils sont très souvent à taille humaine. On voit qu'il y a une partie du dessus qui a dû sauter après sa construction. Ce menhir, toujours en granit, a une base bien rectangulaire et comme pour la pierre des trois paroisses, il devait être beaucoup plus grand. Sur place, la fracture m'a semblé naturelle, mais l'encoche au milieu pourrait être un signe de tentative de débitage. Il n'y a pas de béton au pied de ce menhir. Il n'en a peut-être pas eu besoin pour tenir planté, mais ce détail m'intrigue. Il était peut-être toujours debout quand il a été recensé, mais on ne trouve pas grand-chose dans la littérature là-dessus. On a quand même l'impression que la pierre des trois paroisses est une sorte de connexion pour relier d'autres menhirs entre eux. Ici, on a un beau triangle à peu près équidistant avec les trois menhirs qu'on a vus, mais l'ensemble était peut-être plus en forme d'étoile à l'origine. On a d'ailleurs le menhir dans le champ avec les vaches derrière qui pourrait former cette étoile, ou même encore agrandir le triangle. Bon, je spécule, mais ça serait intéressant de se faire des mesures précises. Peut-être qu'elles existent d'ailleurs. Vraiment un climat aride sur ces hauts plateaux. Regardez le sol, c'est vraiment tout sec. On a des forêts d'épicéas un petit peu, ça a été planté. D'ailleurs, la région souffre beaucoup à cause du réchauffement climatique. Allez, on va continuer ce chemin parce qu'on a fait 30 mètres. Et à mon avis, ça va mettre un peu plus longtemps de faire le tour que 2 heures. On a vraiment partout. Encore un autre petit menhir là-bas assez rectangulaire. On va faire un tour rapide, puis on va continuer le périple. Parce que je sens que je suis venu un peu tard. Vu comment je suis parti, je crois que j'aurais dû partir à 8 h du matin pour avoir le temps de tout voir. Bon, si on ne voit pas tout, c'est pas grave. Je ferai demi-tour et puis de toute façon, je suis là une dizaine de jours. C'est un des sites les plus intéressants. C'est vrai que je ne me rendais pas compte que ça allait me prendre autant de temps, mais on reviendra, ça c'est sûr. Donc encore une fois, un petit menhir qui a été restauré. Il y a des fragments au pied, je pense qu'à la base, il faisait aussi partie de ce menhir. Parce que là, on a quand même une belle cassure. Et je pense que ce bout-là, allait au-dessus. Il y a un autre morceau ici, vous voyez. Qu'à l'origine, là, il fait environ 1,10 m de haut. Mais il devait bien faire 2 mètres. Et toujours ce paysage magnifique. Alors première constatation juste avec ces quelques menhirs par rapport à Carnac et un petit peu la région parisienne. Déjà ils ne sont pas en grès, ils sont en granit. C'est très rare ici de trouver des menhirs en grès. Et c'est normal étant donné le type de roche que l'on trouve ici. On va voir ça sur la carte géologique de la région, mais ne vous inquiétez pas, on va faire simple, car c'est normalement un sujet très complexe. Ici, chaque couleur représente un type de roche en particulier. On va se rapprocher un peu pour avoir une meilleure vision de la zone. Tout d'abord, on a en vert le schiste, que l'on retrouve dans les vallées et sur les crêtes des Cévennes. C'est une roche sédimentaire argileuse très ancienne, environ 400 à 500 millions d'années, soit l'ère du Paléozoïque. Elle a un aspect feuilleté dû à sa composition en minéraux comme du mica ou du quartz. Il y a énormément de variétés de schiste, l'ardoise en est une par exemple. Cette roche a énormément servi en construction, du néolithique à nos jours, comme ces murets ou encore la collégiale à Bédouès. Ensuite en rouge, on a le mont Lozère formé de granit. C'est une roche magmatique contenant des grains de mica et de quartz datés d'il y a environ 300 millions d'années. Elle est issue d'un très lent refroidissement de lave contenu en profondeur dans la croûte terrestre et qui apparaît suite à la pression et à la chaleur engendrée par les mouvements des plaques tectoniques. Après plusieurs millions d'années de refroidissement et ensuite d'érosion, cette roche est finalement exposée à l'air libre et reprend l'aspect de boule. C'est le granit du mont Lozère qui a été utilisé pour les menhirs de la Chame des Bondons et bien sûr pour beaucoup d'autres constructions, et ce jusqu'à nos jours. Enfin en bleu, on a les plateaux calcaires des Grands Causses, Méjean et Sauveterre. Le calcaire est aussi une roche sédimentaire formée par dépôts successifs de coquillages, d'algues et d'animaux marins au fond de la mer. Ces dépôts peuvent faire plusieurs centaines de mètres d'épaisseur et on les date entre 100 et 200 millions d'années, soit l'ère du Mésozoïque. On appelle calcite le calcaire pur, mais cette roche est très souvent mélangée à des argiles ou à de la dolomite.
On appelle alors ce mélange du calcaire dolomitique et il est très présent sur les causses. Le calcaire étant plus soluble dans l'eau que l'argile ou la dolomite, les affleurements de ce mélange de roches peuvent généralement prendre des formes surprenantes. On en aura un bon exemple au chaos dolomitique de Nîmes-le-Vieux. Ce phénomène est aussi une des causes à l'origine des paysages typiques de la région, comme les grottes, les gorges escarpées ou encore les puèches. On va se rapprocher encore un peu pour voir en détail la chame des Bondons. Vous l'avez peut-être remarqué, elle est en bleu et donc en calcaire. C'est en fait un ancien morceau du causse de Sauveterre qui a pour ainsi dire glissé sur le mont Lozère grâce à la tectonique des plaques. Les rivières ont ensuite découpé et séparé ces deux plateaux, isolant la chame du reste des causses. Un dernier zoom. En marron rouge, on a des dépôts de marne, un calcaire contenant 35 à 65% d'argile. Cette roche est moins sensible à l'érosion que le calcaire du plateau, et c'est ce qui a formé les Chindas et les puèches après des millions d'années d'érosion. D'ailleurs, le paysage a tendance à canaliser l'eau de pluie de source entre ces deux bosses. Et c'est à l'origine de la formation d'une grotte remarquable juste en dessous. Elle est remplie de concrétions et on l'appelle l'Avenne de Malaval. On a aussi ces sillons qui donnent au paysage une forme plutôt évocatrice. Et puis bien sûr, si la géologie vous saoule, vous pouvez toujours vous arrêter à la légende. C'est le géant Gargantua qui aurait formé la chame. Il avait labouré toute la journée sous la pluie sur le causse Méjean. Le soir, il traversa d'une enjambée le Tarn et arrivé au bord du mont Lozère voulut enlever la boue du causse qui s'était collée sous ses sabots. Il s'assit donc sur l'esquinodase où l'on voit encore le creux imprimé par son grand poids et décrotta ses sabots. La terre qui en tomba forma les puèges d'Allègre et de Mariette. Un lieu exceptionnel quand même, hein. J'adore ces deux puèges, je ne me rendais pas compte qu'ils étaient aussi grands. J'ai hâte de monter dessus. Bon, j'ai pas de lunettes astronomiques, mais sachez que ici c'est un des meilleurs coins de France pour regarder les étoiles. Et d'ailleurs en ce moment il y a la nuit des étoiles filantes, peut-être qu'on en verra certaines, ce qui me permettra de faire un vœu. Encore une fois, il y a ces sortes de dalles un peu partout. Alors c'est peut-être les paysans qui les ont virés des champs. Et c'est peut-être d'anciens restes de mégalithes aussi, hein. Regardez tous ces dallages là. Ça pourrait être des dalles de dolmen, ça, hein. D'ailleurs, on en verra un dans la prochaine vidéo, le dolmen des Combes. Ça sera aussi l'occasion de parler des théories autour de l'édification de ces menhirs en granit. Alors d'ici là, portez-vous bien les amis, et à la prochaine.